L'épreuve de montage et traitement automatisé de l'information en physique et en chimie est l'une des deux épreuves de l'oral du CAPES de physique-chimie. Le document proposé a été élaboré à partir d'une séance réelle de formation telle qu'elle s'est déroulée au début de l'année de préparation à ce concours à Bordeaux dans le cadre de l'IUFM d'Aquitaine et l'Université Bordeaux 1. L'étudiant qui prépare ce CAPES et que vous allez voir a accepté de participer à cette réalisation avec ses qualités et ses faiblesses. De ce fait, quelques erreurs de fond et de forme ont été commises. Elles sont dans l'ensemble mineures et seront signalées. Ce montage, numéro 41, intitulé « Expérience illustrant les techniques de séparation et de purification courantes en chimie organique et ou en chimie minérale », a été choisi car, d'une part, il s'inscrit complètement dans l'esprit des nouveaux programmes de chimie qui se mettent en place actuellement dans les collèges et les lycées. D'autre part, l'acquisition des nombreuses compétences de base qu'il exige pour maîtriser les diverses techniques du laboratoire de chimie pourront être réinvesties dans d'autres montages au programme du concours. Il ne s'agit là, nous insistons, que d'un exemple des expériences qui peuvent être proposées pour illustrer le sujet, mais ne constitue en aucun cas le seul développement possible. Nous donnerons quelques exemples de possibilités dans les compléments. Vous pourrez remarquer l'intervention des camarades de promotion. Il est bien clair que le jour du concours, il n'en sera pas ainsi. Après avoir choisi les manipulations qu'elle va effectuer, l'étudiante rédige et remet sa liste de matériel et de produits au préparateur. Les manipulations vont maintenant commencer. L'extraction de l'eugénol, l'essence du clou de girofle, se fait par la technique d'entraînement à la vapeur ou hydrodistillation qui limite la température du chauffage et respecte ainsi les molécules organiques fragiles. Le distillat est recueilli dans un Erlenmeyer. La séparation des phases se fait par décantation à l'aide d'une ampoule à décanter. Un bécher doit toujours être placé sous l'ampoule à décanter. Pour une meilleure efficacité, le produit organique est extrait de la phase aqueuse à l'aide du dichlorométhane, solvant choisi en raison de sa capacité à solubiliser le génol. Il est ajouté au contenu de l'ampoule à décanter à l'aide d'un entonnoir. Le système étant hétérogène, il est nécessaire d'agiter. On remarquera ici que la tenue du robinet de l'ampoule à décanter n'est pas correcte. Ce défaut sera corrigé par la suite. Lors de l'agitation, en effet, la pression augmente dans l'ampoule à décanter. Un décasage est nécessaire. Il serait préférable que celui-ci soit fait sous la hotte. Ce défaut sera corrigé dans la présentation. L'étudiante porte naturellement des lunettes. Sa camarade porte des lunettes jaunes de protection dont le port est indispensable dans un laboratoire de chimie. L'étudiante cherche à identifier chacune des phases. La phase inférieure, phase organique, est constituée par l'eugénol en solution dans le
L'étudiante va mettre en route la chromatographie. Ceci est une très bonne gestion du temps. T'as pas une trop-pipette? Il me faut des tâches énormes ces trucs là. Et moi j'ai des doigts à 1. Un peu nerveuse en ce moment. Pour pouvoir récupérer le génol, il est nécessaire de connaître le pH de la solution. Ce suivi du pH se fait à la touche. Cette opération devrait être réalisée sur une soucoupe plutôt que sur la paillasse afin de ne pas polluer celle-ci. Vous noterez ici l'absence critiquable d'entonnoir pour introduire les liquides dans l'ampoule à décanter. Une deuxième décantation va être opérée. Dichlorométhane est rajouté. Notez ici la bonne tenue du robinet de l'ampoule à décanter. Vous pouvez remarquer également que l'étudiante porte des gants de protection. Le génol passant dans la phase organique, les deux phases s'éclaircissent. La phase organique inférieure va être récupérée. Notez que pour que le liquide puisse s'écouler, l'ampoule à décanter doit être débouchée. Je récupère pas tout comme j'ai besoin d'une goutte de produit. Très bon réflexe d'identification du contenu de l'Erlenmeyer. Et attention là de ne pas aller à sec quand même. Hein. Non, j'ai éteint. J'ai éteint, j'en avais assez. Ici, révélation à l'UV de la plaque de chromatographie. Maintenant, l'étudiante va devoir préparer le tableau où elle indiquera le plan et les données indispensables. Normalement, le monteur a changé. Vous n'avez pas mis de diapos? On un bec, ceux qui veulent partir. Voir le partir. Bon, à 6 heures, on aura fini les questions. Ceux qui veulent partir partiront à ce moment-là. Ça, comme ça. On fait juste le morceau dont vous avez besoin. Je vais remercier Carole Dubois pour se prêter à cet exercice qui, mon Dieu, n'est pas tout à fait facile. J'ai le droit de dire stop, moi aussi. Bon, donc je vais vous présenter des expériences utilisant des techniques de séparation et de purification courantes en chimie organique ou en chimie minérale. Donc en fait, il existe
un nombre assez important de techniques de séparation et de purification, donc évidemment on ne pourra pas tout représenter. On a essayé de choisir celles qui sont les plus utilisées. Donc on va d'abord commencer par l'extraction de l'eugénol du clou de girofle. Dire que le clou de girofle contient des huiles odorantes et on va essayer d'extraire ces huiles et de la manière, c'est la manière industrielle qui est utilisée, c'est-à-dire par hydrodistillation. En fait, c'est un entraînement à la vapeur. Donc ensuite, lorsqu'on aura extrait l'eugénol qui ne sera pas pur, on devra utiliser une autre technique de séparation, c'est-à-dire l'extraction pour séparer la phase aqueuse. On aura encore une étape puisqu'on aura un mélange de 2 produits organiques. Donc il faudra à ce moment-là séparer les 2 produits organiques. On utilisera à nouveau une méthode. Puis pour caractériser le produit, on fera une chromatographie sur couche mince. Donc voilà la première expérience que je vais faire, donc qui regroupe plusieurs techniques. Et ensuite, en seconde expérience, j'utiliserai des résines échangeuses d'ions. Voilà, donc je vais commencer la première manipulation. Alors tout d'abord, l'extraction par hydrodistillation ou entraînement à la vapeur. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pilé 15 grammes de clou de girofle qu'on a mis dans un ballon avec 250 ml d'eau. On a chauffé et on a récupéré dans un bécher. On a utilisé un réfrigérant. On a évidemment fait la manipulation pendant la préparation puisqu'elle prenait un temps assez long et on a noté au cours de la distillation la température et on a pu remarquer qu'on a commencé à avoir la première goutte de liquide pour une température de 95 degrés. Donc on verra après. Donc on a récupéré en fait ici, il y a 2 phases, il faut s'approcher pour le voir puisqu'on voit en surface des gouttes huileuses. Donc on a en fait une phase organique et une phase aqueuse. Donc on va procéder à l'extraction de la phase organique par décantation. Donc j'utilise une ampoule à décanter. Je verse. Merci. Je verse le produit. Voilà, et maintenant on va extraire le produit en utilisant un solvant dans lequel mon produit est soluble, puisque c'est un produit organique. Donc j'utilise du dichlorométhane. On va en prendre 60 ml. Je m'accoutais, je tremble. 60 ml, à peu près. Comme je ne fais pas de toute façon une étude de rendement, je n'ai pas besoin de faire des mesures très précises. Donc le dichlorométhane. Donc normalement, pour que ce soit plus efficace, j'aurais dû fractionner mes 60 ml de solvant organique en plusieurs parties et laver plusieurs fois mon produit. Question de temps, je le verse en une seule fois. Voilà, on va maintenant dégazer. Donc je me place. Donc là je continue jusqu'à ce que je n'ai plus de surpression à l'intérieur de l'ampoule. Voilà. Donc maintenant je débouche pour laisser décanter et on voit tout de suite qu'il y a apparition de 2 phases. Donc a priori je ne sais pas quelle est la phase aqueuse et quelle est la phase organique. Alors pour ça je vais prendre de l'eau qui reprend, c'est une phase aqueuse. Je vais verser un peu de la phase inférieure. Si je n'ai qu'une phase en bas, ce sera donc elle aussi une phase aqueuse puisqu'elles seront miscibles. Et si
c'est ma phase organique, je devrais avoir des gouttes huileuses qui surnagent. Donc on verse un peu de produit. Alors si médian, on voit tout de suite s'approcher qu'il y a des gouttes, on peut les voir au fond. Donc en fait, la phase inférieure est ma phase organique. Donc je récupère la phase organique qui contient le génol et l'acétylogénol. Donc je récupère la phase organique. Encore une fois, je ne fais pas une étude de rendement, donc je peux me permettre de laisser un peu de mon produit, ce qui me permet de ne pas prendre un peu de phase aqueuse en même temps. Donc je garde ma phase organique assez pure. Donc maintenant, j'ai une phase organique, mais à l'intérieur de cette phase organique, j'ai deux produits organiques. Donc il faut que je trouve un moyen pour les séparer. Alors pour ça, je vais utiliser l'influence du pH. Donc je vais rajouter de la soude 2M à cette phase organique. Et donc sous l'effet de la soude, le génol qui a une fonction phénol va se transformer en ion et sera à ce moment-là soluble dans la phase aqueuse. Alors que l'acétylégénol, lui, restera dans la phase organique. Donc je rajoute « 60 ml avant de faire des bêtises. C'est de la soude quand même 2M, donc... J'utilise des gants pour me protéger, un peu grands. Voilà, 60 ml. Encore une fois, si je voulais que ce soit plus efficace, j'aurais dû fractionner mes ajouts de soude. Donc je rajoute la soude à la phase organique. Donc on voit apparition de deux phases. Donc je sais que le génol se trouve dans la phase aqueuse, donc je vais récupérer la phase aqueuse pour éliminer l'acétylogénol. Voilà, on va procéder comme précédemment. On va dégazer. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc à nouveau, je vais vérifier quelle est la phase aqueuse, quelle est la phase organique. Donc là encore, j'ai une goutte huileuse, donc la phase organique est en bas. C'est logique puisque de toute façon, je garde le même solvant organique qui a une densité différente de l'eau. Donc à la limite, j'aurais pu ne pas vérifier, je savais que la phase organique se trouvait en bas. Donc je récupère la phase organique. Qui ne m'intéresse pas puisqu'elle contient l'acétylogénol. Oui, pardon. Si je voulais que ça marche, il fallait que je débouche. Donc je continue de verser. Je laisse décanter un petit peu. Voilà. Voilà, je laisse passer un peu de phase aqueuse puisque maintenant ce qui m'intéresse c'est d'avoir une phase aqueuse pure. Donc je vais noter. Donc ici c'est acétylogénol.
mélanger. Donc maintenant, je récupère la phase aqueuse. Il va falloir que je puisse extraire le génol de cette phase aqueuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reacidifier la solution à l'aide d'acide chlorhydrique concentré. Voilà, si vous ne voulez pas monter. Avec de l'acide chlorhydrique concentré. Je vais le faire sous la hotte parce qu'il y a des dégagements. Donc on va pouvoir ici, si je relève le pH, on voit que c'est violet foncé, donc ce qui correspond sur mon échelle à un pH de 10. Donc ma solution est très basique. Donc je rajoute de l'acide chlorhydrique pour changer le pH du milieu. Et normalement, le génol devrait, ce lion phénate devrait se retransformer en phénol. Donc on devrait récupérer le génol, qui à ce moment-là ne sera plus soluble dans la phase aqueuse. Donc je vais attendre un peu. Je relève le pH pour savoir si j'ai rajouté assez d'acide. Oui, avec mon gant, c'est pas terrible parce qu'il est plein d'acide. Donc je gaspille du papier, mais... Voilà. Donc là, on voit que j'ai rajouté assez d'acide puisque je suis à pH 1. C'est déjà rouge. Donc je vais maintenant rajouter, voilà pour que vous voyez mieux, voilà, je vais verser dans une ampoule. Donc là, à nouveau, on commence à sentir assez fortement, je n'ai pas besoin de tout le produit, à sentir fortement l'odeur du clou de girofle, ce que je ne sentais plus quand le génol était passé en phase aqueuse. Donc on voit que c'est sous sa forme phénol qu'il a cette odeur. Donc on va maintenant recommencer à extraire, comme précédemment, avec le dichlorométhane. Donc 60 millilitres. On peut noter d'ailleurs que le génol, lui, il n'est pas soluble à l'eau, mais il se trouve au-dessus de l'eau. Donc il a une densité moins importante. Donc je verse le solvant. Voilà, j'utilisais un bécher où il y a juste de l'eau. Donc à nouveau, ma phase organique se trouve en bas et le génol devrait être repassé dans la phase organique. Donc on va dégazer. Pas trop court.
Là, j'ai plus de pchit, plus de gaz. Donc on va laisser décanter. Voilà, je vais maintenant récupérer la phase organique qui contient le génol. On va sécher pour éliminer les dernières traces d'eau. Puis on va procéder à une chromatographie sur couche mince. Donc je récupère la phase organique. Voilà. Donc je vais maintenant, je vais utiliser, je n'ai pas prévu assez de bécher, j'aurais dû. Celui-là, il a contenu le même produit, donc a priori, c'est pas gênant. Donc je vais sécher juste une petite partie de mon produit, puisque pour faire la chromato, j'en ai besoin que d'une goutte. Donc je sèche avec du sulfate de sodium, pardon, anhydre. Donc on va en mettre un petit peu. Donc on voit des cristaux au fond. Je vais en rajouter un petit peu jusqu'à ce que j'obtienne des morceaux en suspension, signe que ça aurait été complètement séché. Voilà, donc là j'en ai maintenant en suspension, donc mon produit était séché. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sur ma feuille de silice pour faire la chromatographie, je vais déposer une goutte du produit que j'ai obtenu et une goutte de génol industriel, de génol pur, qu'on a mis dans le dichlorométhane pour qu'il soit dans le même solvant que le produit que j'ai obtenu, pour pouvoir les comparer. Donc, je vais découper ma feuille. Je prends une feuille qui va me servir à faire la chromatographie, donc une feuille de silice. On trace je ne sais pas si vous y voyez. Je trace un trait pour repérer où je vais déposer les produits. Donc j'utilise un petit capillaire. Voilà, il faut que les gouttes soient très très fines. Donc je commence par déposer à droite le produit qu'on a extrait. Voilà, je laisse sécher. Je vais faire plusieurs applications parce qu'il est très très dilué dans la solution. Donc pour que ce soit efficace, voilà, je vais faire 2 applications. Donc à droite, c'est le génol fabriqué. Ça va pas trop. Et je dépose maintenant à gauche le génol industriel.
Donc je procède de la même manière. Voilà. Je laisse sécher. Je fais une seconde application. Voilà. Donc maintenant, je vais placer la feuille dans un éluant qui va faire migrer les produits. Donc on a ici la cuve à chromato contenant l'éluant. Voilà. Et on va laisser migrer les produits. Pendant que cela se fait, je vais maintenant vous présenter la deuxième manipulation, c'est-à-dire l'utilisation de résine échangeuse d'ions. Donc en fait, on va une résine capable d'échanger un ion qu'elle contient avec un ion d'une solution qu'on veut purifier. Donc, alors, tout d'abord, on va regarder un peu comment le pH de l'eau de Dax et ce qu'elle contient. On voit qu'elle contient des sulfates, des chlorures, bicarbonate, nitrate. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les ions Na+, et Cl-. Donc elle contient effectivement des ions sodium, 126 mg par litre, et des ions chlorure, 156 mg par litre. Donc je vais verser. Donc là pareil, c'est l'eau, hein, c'est de l'eau de Dax de tout à l'heure. Donc voilà l'eau. On va relever son pH. Ça marche bien. C'est pas pratique. Donc je vais découper comme ça. Voilà. Donc j'ai une tache assez verte. Et si je la compare aux échelles, je peux dire qu'elle a un pH compris entre 6 et 7, on va dire. Donc maintenant, je vais verser dans un tube à essai quelques centimètres cubes d'eau. Et je vais rajouter de l'oxalate de sodium. On en a 5,5 g dans 100 ml. Et on va voir ce qui se produit. Donc je rajoute de l'oxalate de sodium. Je n'avais pas besoin d'en rajouter, c'était déjà net. On a apparition d'un précipité blanc, donc caractéristique des ions Na+. Donc maintenant, je suis un peu mal organisée. On va utiliser donc une résine, ce qu'on appelle une résine cationique. Échange des cations. Il existe aussi des résines anioniques qui, elles, ou du nez, échangent des ions. Donc je prends un tube contenant la résine. Ça goutte. Voilà. Je sais pas s'il est propre. Donc. J'utilise un bécher et je vais verser 5 ml à peu près d'eau sur cette résine.
Donc je verse l'eau de Dax. On va laisser traverser. On va à nouveau prendre le pH de la solution. Voilà, tout à peu près traversé. Donc, je relève le pH de la solution. On s'aperçoit, que la teinte est beaucoup plus rouge. Donc, si on compare, on a maintenant un pH d'à peu près 2. Donc, la solution s'est acidifiée. Donc, maintenant, on va prélever quelques centimètres cubes de cette eau, donc qui a traversé la résine. Je rajoute, en toute rigueur, il faudrait que j'ai à chaque fois utilisé les mêmes quantités. Je rajoute de l'oxalate, mais on voit que là j'en ai, tout à l'heure avec cette quantité, il y avait déjà apparition d'un précipité. Or là, je n'ai plus de précipité. C'est donc signe qu'il n'y a plus d'ion Na+ dans ma solution. Donc on peut affirmer que la résine a échangé les ions Na+ de l'eau avec les ions H+ qu'elle contenait. Voilà, donc c'est une technique, il existe aussi donc les résines anioniques. Tout dépend quel anion ou quel cation on veut enlever à la solution ou récupérer. Donc encore une technique de purification. Voilà, pour conclure, je dirais juste que ces techniques ne sont pas utilisées rien qu'en laboratoire, puisque c'est des techniques on extrait la vanilline de la vanille, par exemple, comme on extrait le génol du clou de girofle de la même façon, par entraînement à la vapeur. Et donc c'est pour tout ce qui est odeur, enfin tout ce qui constitue les huiles, les parfums, sont des techniques très utilisées. Voilà. Ah, pardon. Oui, j'ai pas fini la chromato. Donc on va sécher. Pardon. Évaporer le solvant. Et on va révéler sous UV. C'est pas assez sec. Si je passais, c'est pas fluorescent. C'est assez long. Voilà, donc on peut vous approcher. On obtient deux taches qui se situent exactement à la même hauteur, signe que le produit extrait du clou de girofle est le même produit que celui industriel, donc j'ai bien extrait de l'eugénol du clou de girofle. Et on voit qu'il est relativement pur, puisque je n'ai qu'une tache sur le papier, signe qu'on a bien éliminé complètement l'acétyleugénol. Voilà. Bien. Alors, donc, là, vous êtes parfaitement dans le temps. Venir pile. Bon, alors, donc.
Pouvez-vous me préciser quelle est la réaction qui se passe lorsque vous placez le génol en milieu basique? C'est une réaction acide-base. Vous pouvez écrire Oui. au tableau, s'il vous plaît. Donc c'est le génol. Donc le génol réagit avec le OH- de la soude, former une base. Donc dans le rôle d'acide, ça c'est la base. Et on forme CH3. CH2+. Donc la base correspondante à l'eugénol. Comment définiriez-vous la fonction principale de l'eugénol? C'est une fonction phénol, c'est-à-dire un cycle aromatique avec un hydroxyde. Corinne. Pouvez-vous donner le nom de l'eugénol en nomenclature UPAC? Alors on a donc la fonction principale c'est le phénol, je la numérote 1, je vais numéroter les carbones, 6. Donc ici on a le groupement méthoxy et le groupement allyle, donc c'est le 4 allyle, 2 méthoxy, phénol. Bien, on dit que le génol peut servir d'indicateur olfactif. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? Parce qu'il a une odeur caractéristique, donc quand il y a cette odeur, on peut affirmer que c'est le génol. Est-ce qu'il a toujours cette odeur? Non, on a vu tout à l'heure que quand il est passé en phase aqueuse, c'est-à-dire lorsqu'il était sous cette forme, sous la forme basique, il avait perdu son odeur. Enfin, pas complètement, mais il avait moins d'odeur en tout cas. Dans un phénol, il y a une fonction alcool. Oui. Dans le phénol, vous êtes passé à l'ion phénolate par action de la soude. Est-ce que si vous disposiez d'éthanol, vous pourriez de la même façon préparer L'ion éthanolate. D'éthanol. Moins. Je voudrais faire l'ion l'ion éthanolate. Est-ce que par action de la soude sur l'éthanol, je peux y arriver? Je pense pas. Je pense que le cycle influe sur le départ de H+. Donc par effet mésomère. Oui, vous pourriez m'écrire ça? Autrement dit, vous me traduisez-moi ça en termes d'acide-base. C'est-à-dire que le composé sera d'autant plus acide que le H est libéré facilement. Donc il y a moins d'électrons dans la liaison OH. Donc si les effets mésomères du cycle sont tels qu'ils attirent les électrons, donc ils sont électronégatifs, on fragilise la liaison OH et le H partira d'autant plus facilement. Est-ce que vous avez une idée du pK de l'éthanol? Non. 10-16 pK de phénol, excusez-moi, pK du phénol, pK de l'éthanol 16, pK du phénol 10. Oui, donc c'est un meilleur acide puisqu'il a un pK petit. Donc, et est-ce que donc ce pK est compatible avec l'arrachement du proton par la soude en milieu aqueux? Oui, il doit y avoir un problème de nivellement pour le méthanol en tant qu'acide, en tant que base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de base plus forte que l'eau. Donc il y a effet Oui. de nivellement. Mhm. Pas exactement. D'accord.
Quand vous prenez l'acétylgénol, quelle est la fonction principale de ce composé? Alors, c'est... on a O, CO, CH3. Mhm. Donc, ici, ce serait une cétone. Il faut compter ce O aussi. Je sais pas. C'est une fonction ester. Bien, vous avez parlé d'extraction efficace. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est une extraction efficace? Oui, vous voulez que je vous démontre... Oui, par exemple, oui. Donc on a... En fait, il faut considérer ce qu'on appelle le coefficient de partage de la solution, qu'on définit comme étant l'affinité du solvant sur l'affinité de l'eau. On va considérer que dans nos solutions qui sont de concentration faible, on peut assimiler les affinités aux concentrations. Donc on va utiliser le coefficient de partage apparent qui sera le rapport des concentrations. Donc concentration du solvant sur concentration de l'eau. Ensuite, si on note R... Est-ce que vous pourriez nous expliquer le principe de l'hydrodistillation? Donc pour l'hydrodistillation, on utilise le fait que le génol est volatile. Donc en chauffant, on peut l'entraîner avec la vapeur de l'eau. Donc ce qu'on a noté d'ailleurs, c'est que la température d'ébullition était inférieure à la température d'ébullition de l'eau. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le mélange eau-génol, dans un diagramme binaire, on voit qu'il y a un azéotrope. Pourriez-vous faire un dessin? Dessine. Alors, je crois... Alors, donc ici, c'est... On va faire en fonction de la température. Donc l'eau, elle bout à 100 degrés. Donc ici, c'est l'eau pure. Et je crois que le génol, il bout bien au-dessus. Donc comme ça. Et en fait, on a ce... Donc ici, c'est eau pure. Et eugénol pur. Donc c'est un azéotrope positif. Ça fait ça. Et ça. Ça c'est la courbe d'ébullition et la courbe de rosée. Et on a ici ce qu'on appelle un azéotrope. Mais là je crois que c'est un hétéroazéotrope quand c'est pas miscible. Et donc ce qui se passe, c'est lorsqu'on monte en température. Vous nous avez dit que oui, ces résines-là qui servent à la séparation des ions, par exemple Ca2+, elles sont, ce sont des polymères. Oui. Vous avez une idée du polymère qui pourrait constituer ces résines? Non. Dans les adoucisseurs d'eau, vous savez quels sont les polymères utilisés? Non. Est-ce que vous pourriez un alcène susceptible de donner des polymères le styrène commerciaux? Bien. Vous pouvez du styrène? Styrène, c'est CH2, CH2. Bon, est-ce que vous savez me dire ce qu'on appelle la tacticité d'un polymère? Non. Quand j'écris, j'enchaîne 2 unités styrène. Écrivez-moi l'enchaînement de 2 unités styrène. Je vais le faire là. CH2, CH et le noyau. Il doit rester un radical sur le CH. Voilà. Bien. Que pensez-vous de la stéréochimie du carbone du
premier carbone qui porte le noyau aromatique à gauche. Celui-là, Mhm. la stéréochimie, parce que c'est un carbone asymétrique. Donc, il peut avoir un énantiomère. Vous pourriez me dessiner rapidement un isomère S, stéréoisomère S. Alors, je redessine la molécule là pour CH, CH3, CH2. Alors, À la fin de vos manipulations sur les extractions, vous avez séché la phase organique avec du sulfate de sodium. Pouvez-vous expliquer? en fait, le sulfate de sodium était anhydre et il forme un produit hydraté, c'est-à-dire que c'était sulfate de sodium, Na2SO. Comment vous appelez une eau riche en ion calcium? Une eau calcaire. Oui, mais encore. Calcaire. C'est pas une eau dure? Une eau dure, oui. On parle Vous de savez- dureté de l'eau. Vous ne savez pas me définir la dureté de l'eau. Non. Bon, dernière question, je crois. Quand vous faites un pot-au-feu, croyez-vous qu'il soit bon, qu'il soit judicieux de mettre les clous de girofle au tout début de la préparation si votre pot-au-feu cuit pendant 3 heures? Non, parce que quand on va ouvrir pour enlever la vapeur, ça va, l'essence, enfin le goût va partir avec. Non. Je vais donc maintenant faire quelques commentaires sur la présentation du montage que vous avez vu. Ce montage, je dois le dire tout de suite, est un excellent montage en ce qui concerne les expériences elles-mêmes et traduit une excellente préparation de la part de l'étudiante qui, il faut le dire, avait connaissance du thème une semaine à l'avance. L'étudiante s'exprime très bien, sans notes, occupe bien l'espace, gère parfaitement son temps. Elle s'adresse au public, fait référence au plan. Elle décrit et justifie le montage en même temps qu'elle agit. Il n'y a donc pas de temps mort. Cet aspect-là est un aspect de forme. En ce qui concerne le fond, le choix d'expérience est bon, illustrant la mise en œuvre de techniques largement utilisées dans les laboratoires industriels et de recherche sur un problème réel. Le choix répond aux 2 demandes du sujet, à savoir illustrer les techniques de séparation et purification. En effet, à partir d'un mélange complexe constitué par les clous de girofle, par l'étape d'hydrodistillation, nous avons effectué la séparation de 2 constituants parmi les très nombreux constituants les clous de girofle. Puis, par des phases d'extraction, réaction acide-base, de nouveau extraction et enfin chromatographie pour contrôler la pureté du produit obtenu, nous avons effectué des phases de séparation qui, de manière ultime, constituent la purification, puisque nous obtenons un seul constituant présent dans un solvant qu'il suffira d'éliminer. Dans le cas de l'expérience sur les résines échangeuses d'ions, l'eau du robinet, contenant de nombreux ions, va être soumise à la séparation des cations. Nous obtiendrons ainsi une eau adoucie. Puis, on aurait pu imaginer passage sur d'autres résines, éliminant les anions pour obtenir une eau pure. Autre point très positif de ce montage, le respect des consignes de sécurité. Port de la blouse, des lunettes, des gants
utilisation judicieuse de la haute. Par ailleurs, on aura noté que cette étudiante possède une très bonne technicité exigée par ce montage. L'acquisition de cette technicité exige un entraînement tout particulier. Je vais introduire ici, pour l'exemple, certaines manipulations que l'on aurait pu préférer à celle-ci. En effet, on aurait pu prévoir pour la séparation des réactions de précipitation qui déboucherait sur des techniques de purification, en particulier la recristallisation s'inscrirait dans ce cadre. On aurait pu réaliser une distillation à condition qu'il y ait réellement séparation et que l'on puisse le montrer. On aurait pu mettre en jeu d'autres techniques de chromatographie. C'est par exemple séparation et purification des colorants du sirop de menthe sur une colonne de silice. Les questions que nous avons posées durant ce montage, qui, je le rappelle, se déroulait en début de l'année de formation, ne balaient pas de manière équilibrée tous les domaines de la chimie et insistent sans doute trop fortement sur la chimie organique, thème dominant pendant cette période dans notre préparation. De toute évidence, l'étudiante avait pensé à des questions possibles, ce qu'il est bon de faire. Coefficient de partage, temps de rétention, propriétés olfactives de l'eugénol, principe de l'hydrodistillation, etc. Mais elle ne sait pas reconnaître une fonction essentielle de la chimie organique, la fonction ester. Elle rencontre des difficultés sur les questions en marge du montage, dureté de l'eau par exemple. Par ailleurs, j'en profite ici pour signaler les erreurs les plus importantes qui ont été commises lors de la présentation. En particulier, il y a eu une confusion entre les ions sodium et les ions calcium dans l'expérience sur les résines échangeuses d'ions. L'écriture des formules n'est pas assez rigoureuse. Il faut faire apparaître les doublés et la charge doit être entourée. Lorsqu'il s'agit du nivellement d'une base par l'eau, il faut dire OH- est la base la plus forte qui puisse exister dans l'eau. C'est OH- et non pas H2O. Il doit y en avoir quelques autres, mais elles étaient moins importantes. À partir du montage que vous avez vu, nous allons maintenant vous donner quelques précisions sur le déroulement des épreuves, la préparation des expériences, la présentation du montage. En ce qui concerne le déroulement des épreuves, après avoir tiré son sujet au sort, le candidat dispose de 2 heures de préparation, recherche bibliographique comprise. Pour cela, il a accès à une bibliothèque. La durée de la présentation est de 30 minutes. Elle est suivie de 20 minutes de questions. Lorsque l'étudiant a décidé du choix des expériences, il remet au préparateur une liste de matériel et de produits en donnant un schéma rapide des montages. Le préparateur n'apportera que ce qui lui est demandé. D'autre part, la liste est examinée par le jury qui pourra demander des précisions au candidat. Remarque importante, le préparateur n'est pas là pour faire fonctionner les expériences. Par contre, on pourra lui demander d'indiquer le mode de fonctionnement des appareils, variable selon la marque, ou de fournir la fiche d'utilisation correspondante. Il sera bon également de penser à relever dans le handbook ou dans des tables de constantes trouvées à la bibliothèque les données expérimentales pour étayer la présentation. pK, produit de solubilité, potentiel redox, point de fusion, de distillation, etc. Je passe maintenant au contenu du montage. L'épreuve de montage est une épreuve difficile. Le temps de préparation en est très court. Le candidat qui va présenter l'oral devrait avoir réfléchi au contenu qu'il proposera pour chaque sujet figurant dans la liste des montages publiés chaque année au BO. C'est-à-dire qu'il aurait réfléchi
à un choix d'expérience lui permettant de justifier le plan proposé. Dans l'urgence, pour les candidats ne bénéficiant pas d'une préparation complète, les ouvrages actuels correspondant au nouveau programme de collège et lycée, pour le tronc commun et la spécialité, proposent un nombre appréciable d'expériences de bon niveau et constituent la base minimum des connaissances requises. Ces expériences doivent être analysées d'un point de vue théorique et pratique. En particulier, il est important de bien identifier les diverses problématiques sur lesquelles elles reposent. Le candidat choisira de présenter son montage au niveau le plus élevé qu'il est capable de maîtriser. Il est enfin tout à fait conseillé de tester les expériences choisies pendant le temps de préparation. L'improvisation est possible, bien sûr, mais hasardeuse. Il est préférable de proposer peu d'expériences judicieusement choisies, mais bien maîtrisées et bien exploitées, plutôt que d'en réaliser de nombreuses totalement improvisées. Conseil relatif maintenant à la préparation des expériences. Certaines expériences sont longues ou délicates. Elles seront démarrées pendant les 2 heures de préparation et certaines étapes ne seront pas reproduites lors de la présentation. Ainsi, ce fut le cas de l'hydrodistillation dont seul le montage a été montré et le résultat a été exploité. Dans ce cas, il faut préparer suffisamment de substances pour, premièrement, tester les différentes manips pendant la préparation, deuxièmement, les reproduire lors de la présentation. Il est toujours conseillé de conserver les échantillons ou les résultats de mesure obtenus durant la présentation. En effet, s'il y a un problème de temps à la présentation, on montre le produit déjà obtenu, ce qui permettra d'accélérer. Si un problème est rencontré lors de la réalisation pendant la présentation, la situation est beaucoup moins compromise, car on peut, dans ces conditions, conduire l'expérience à son terme. Quelques conseils relatifs à la présentation du montage. Préparation du tableau. Le plan, écrit de manière très soignée, doit faire apparaître la démarche suivie pour illustrer. Doivent figurer également sur le tableau certains points de repère. Réactions chimiques mises en jeu, grandeur thermodynamique impliquée, comme par exemple pKa, potentiel d'oxydoréduction, produit de solubilité, etc. Il faut également veiller à la bonne organisation et à la propreté de la paillasse. Pas de flacons inutiles, bonne visibilité assurée pour le jury. Il est bon et utile de penser à présenter des modèles moléculaires. L'étudiante en avait préparé un pour le montage que vous avez vu, mais ne l'a pas utilisé. Cela offre l'avantage, par exemple, de penser à examiner toutes les fonctions mises en jeu qui interviennent dans et savoir les reconnaître. Il est impératif de prévoir une introduction et une conclusion. Maintenant, je passe à quelques conseils relatifs à l'entretien. Le jury s'interdit toute réaction positive ou négative. Les questions posées partent du montage et dépendent des réponses du candidat. Il est très difficile d'en dresser une liste exhaustive pour un montage donné, mais il faut s'attendre à une évaluation dans tous les domaines de la chimie. Il s'agit d'un contrôle des connaissances fondamentales en thermodynamique, en cinétique, sur la structure des molécules, sur les principales réactions et les mécanismes de la chimie organique, etc. L'objectif du jury n'est pas d'enfoncer le candidat, bien évidemment, mais d'apprécier ses compétences en toute objectivité. Si le candidat ne sait pas répondre à une question, celle-ci pourra être reformulée d'une autre façon ou abandonnée. Dans tous les cas, ne pas se désespérer, essayer de se mobiliser pour la question suivante. Les questions posées sont de différents niveaux. À partir du plus élémentaire, elles atteindront le meilleur niveau du candidat.
Cette cassette apporte des informations sur les exigences du jury du CAPES de physique et chimie et donne un exemple de ce que l'on peut présenter sur l'un des sujets proposés. Mais en aucun cas, elle ne peut suppléer à l'acquisition de la pratique du laboratoire de chimie et à l'assimilation des connaissances théoriques impliquées.